Oh mon Julien! Salut Pierre. Ah là là, quel plaisir de te retrouver. Je suis là, j'ai envie de te prendre dans mes bras là. Retrouver virtuellement. Bon, Ouais, c'est comme on ça. s'adapte à la situation. On s'adapte. On s'est vu il n'y a pas trop longtemps quand même. Parce que dès qu'on peut, hop, autonome solidaire, dans les week-ends, etc. On s'est croisés, puis tu es venu à la maison, tu es venu t'entraîner, tu es venu surtout voir James Schiavo pour quelques conseils, notamment au Ouais. niveau du cutting, du jiu-jitsu, puisque notre ami Julien Lepage, qui est avec nous aujourd'hui sur Verisme TV, c'est Monsieur Purple Belt Kitchen. C'est un ami avant tout, hein, ça c'est clair, mais c'est un naturopathe. C'est quelqu'un qui coach des sportifs aussi et des sportives. C'est un passionné de sport et un grand gourmand et un passionné de cuisine. Ouais, ça c'est clair, on partage ça ensemble. Et dans cette dizaine de jours que je fais dans le mois de novembre autour de l'exercice physique, on vient de faire 10 jours autour de la respiration. Je sais que c'est quelque chose qui te passionne aussi. Et là, on est rentré du 10 au 20 sur les exercices physiques. Donc, j'avais à cœur de t'avoir, toi, qui chemine aussi dans ce monde-là, et qu'on puisse discuter de beaucoup de choses autour du sport et de l'exercice physique, mais de ce que tu viens de sortir il n'y a pas longtemps et qui est peu débattu, en tout cas peu discuté sur Internet, c'est le post-opératoire, voire le post-blessure, comment réhabiliter la réathlétisation. Ce que tu as fait pour toi et quel protocole tu en as tiré. Donc voilà, une longue introduction pour te souhaiter la bienvenue, mon cher Juju. Bah, écoute, Pierre, Pete, mon frère, merci. Et d'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Effectivement, sur le sujet de mon protocole, c'est un petit peu, tu vois, se lancer des fleurs et j'aime pas trop ça. En fait, c'est ni plus ni moins que ce que j'ai mis en place pour moi-même suite à une blessure. Et pour remettre les choses au clair, pour que les gens qui écoutent soient au fait, donc je pratique le jiu-jitsu brésilien, le grappling. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, regardez dans Google, hein, notre meilleur ami, hein, apparemment, et vous verrez ce que c'est. J'ai été blessé à ce genou il y a maintenant plus de 2 ans. Et bien sûr, Déjà. comme beaucoup de sportifs, je suis verrouillé dans le cerveau. Je suis verrouillé dans le cerveau et une blessure, c'est rien, on continue de s'entraîner. Et ça guérira et ça passera. Et moi-même, étant naturopathe, je me dis, ouais, avec le style de vie que j'ai, avec l'entraînement, la mobilité, la bonne alimentation, les compléments, parce que je prends aussi des compléments, ça va passer. Le repos adéquat. Et puis, en fait, je me suis mis un gros doigt dans l'œil parce que j'ai fait, je la fais court, mais j'ai fait traîner ça pendant 1 an et demi. Avec des moments où le genou se bloquait, ça gonflait, voilà, mais jamais assez pour me faire arrêter complètement. Un jour, j'en ai eu marre, j'ai consulté IRM, et puis en fait, le verdict était clair. Enfin, il n'y avait même plus de ligaments croisés antérieurs. Et le fait d'avoir attendu tout ce temps, ça a dégradé mon ménisque externe. Voilà, le fait de ne pas être intervenu assez rapidement, mais en fait, j'ai dégradé moi-même involontairement, et c'est comme ça, mon ménisque externe. Donc voilà, j'ai su ça il y a quasiment 1 an, jour pour jour. Quand je l'ai su, ça m'a mis un coup au moral parce qu'en fait, pour moi, le sport, c'est la vie. C'est pas la première fois que je suis blessé, hein, parce que je vais avoir 39 ans et je fais du sport depuis que je suis jeune, donc j'ai entre les fractures, les déchirures, les vis dans les épaules, tout ça dû aux accidents et au sport pratiqué dans les percussions, les torsions. Voilà, je connaissais. Et ouais, on sait que passer au-delà de 35 ans, des fois, on peut avoir plus de mal à récupérer, à revenir dans le game avec le bon niveau. Et ça m'a pris un coup moral. Surtout que moi, tu sais, j'ai mon petit calepin avec mes objectifs. Hein, je t'en avais parlé. Hein. Oh, bah oui, je le Objectif connais bien, ce numéro calepin. 1. Ouais, objectif numéro 1 pour moi, c'est d'être capable de pratiquer un exercice physique quotidiennement. Donc, cette capacité. Alors voilà, donc ça m'a mis un coup. Eh bien, tout de suite, en sortant de l'hôpital, enfin de voir le médecin, quand il m'a annoncé ça, j'ai dit, écoute, le négatif, ça va durer 24 heures, voilà, histoire de dire, voilà, je le digère, et ensuite, positif, et on va mettre en place quelque chose pour revenir au top du top. Alors, le protocole que j'ai mis en place, tu as utilisé le mot réathlétisation. Moi, je ne l'utiliserai pas parce qu'en fait,
ce terme-là, je le laisse vraiment pour tout ce qui va être kiné et coach spécifique là-dedans, puisque mon protocole s'appuie plus particulièrement sur, l'alimentation et mes objectifs personnels que j'ai alliés à ce protocole. Donc l'alimentation, la complémentation, complémentation, je sais que c'est important ce mot. Donc la complémentation, que ce soit avec des produits naturels ou des molécules, on va dire, exogènes, magnésium ou autre chose. Hein. Ce n'est pas non plus des stéroïdes, on est d'accord. Et ensuite, ça s'appuie aussi sur le mindset, la façon de voir les choses et de se conditionner mentalement pour la récupération. C'est cette visualisation qu'on peut voir quand on fait de la méditation, quand on respire, quand on veut quelque chose, quand on désire quelque chose. Voilà, ça s'appuie beaucoup là-dessus. L'exercice physique, j'en parle dans mon protocole, surtout pour montrer. Alors, je ne veux pas qu'il y ait de comparatif, tu sais, si quelqu'un prend mon protocole parce qu'il a le même problème que moi, étant donné que je suis naturopathe et qu'on part dans l'individualisation, mon évolution sera différente de celle d'un autre. Je vais peut-être évoluer plus rapidement parce que j'ai un passif sportif avec une musculature tonique, voilà, une condition de santé telle qu'elle est. Mais vraiment, je ne veux pas me comparer, mais je ne veux pas que les gens se comparent à moi, mais j'ai vraiment mis l'activité physique que je faisais en parallèle de ma progression pour que les gens aient des repères. Tu vois, c'est important. De dire, OK, semaine plus une après l'opération, j'arrive à monter l'escalier juste avec ma jambe valide et l'autre, j'arrive juste à la traîner. Tu vois, c'est ça. Et puis au fur et à mesure, je mets quand j'arrive à faire du soulevé de terre, des flexions, des fentes, quand je commence à charger les poids, quand je commence à faire du vélo en flexion complète, quand je commence à courir. Voilà. Et aussi, j'essaye vraiment de rappeler tout au long de ce protocole que, en fait, quand on récupère, quand on se réathlétise, on n'est pas dans la compétition. On est là pour se remettre à zéro. Se remettre à zéro, c'est une remise à zéro. Avec la blessure, on est descendu dans le négatif. Là, on se ramène à zéro pour pouvoir ensuite repartir sur du bonne base. Et mon protocole, il part de ça. Il part du fait que, à partir du moment où tu sais que tu vas te faire opérer, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qu'on peut faire déjà en anticipation de cette opération? C'est pour ça que j'ai mis en plusieurs phases ce protocole avant l'opération, le jour de l'opération, parce qu'on oublie beaucoup ça. Qu'est-ce qu'on met dans les 24 heures avant l'opération? Comment ça se passe à l'hôpital? Tout le monde a déjà fait peut-être plus ou moins un séjour à l'hôpital, on voit bien ce qu'on bouffe là-bas. Voilà, il n'y a pas les moyens pour faire du grand chef. Et moi, quand je pense nourriture d'hôpital, je ne pense pas à la santé. Donc moi, tu vois, par exemple, je donne un exemple, j'ai préparé mes propres plateaux repas pour là-bas. J'en suis jusque-là et c'est dans mon protocole. Voilà. Comment je rentre à la maison, les premiers petits détails. Quand tu es assis toute la journée, tu as mal aux fesses. C'est tout con, mais quand tu es immobilisé, tu as mal aux fesses, quoi. Il faut adapter ta posture. Ça influence sur ta posture sur le long terme, mais peut-être aussi sur ta mobilité, ta rééducation. Tout ça, c'est à prendre en compte et c'est tout dans mon protocole. Voilà. Génial. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties là et beaucoup de questions qui sont arrivées en moi. J'ai pris des notes un petit peu. Ce qui est super intéressant, toujours dans cette approche-là, et c'est pour ça que j'adore vraiment, j'adore toi et j'adore ton état d'esprit, c'est sur ça qu'on se retrouve, c'est que une épreuve, tu transformes ça en nouvelle expérience. C'est-à-dire, il y a quelque chose de terrible qui vient de m'arriver, et surtout ce que tu as dit de capital, c'est dans les 24 heures après la blessure, c'est le négatif, mais je le renferme pas, je laisse s'exprimer. Ok, c'est là. Bon, ça me fait chier, putain, je me suis blessé, merde. Je vais être immobilisé, je vais pouvoir faire ci, etc. Les pensées, elles arrivent, et tu te dis pas, non, c'est pas bien, il faut pas que je pense à ça. Faut que je dise que cuit les oiseaux, tout va s'arranger, etc. Non, ça vous emmerde, il faut le dire une bonne fois pour toutes. Ne verrouillez pas ça au fond de vous comme si vous aviez une grosse boule et je pousse, et puis genre ça va se dégrader. Non, les sentiments, c'est pas biodégradable, il faut les exprimer. Une fois que Julien il a passé les 24 heures à être dans une sorte de morosité, il s'est dit, bon, maintenant, ok, il m'arrive un truc de nouveau, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de nouveau, justement, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre? Et je vais transformer ça en nouvelle expérience. Et là, c'est fabuleux. Je dis, bon, en fait, comme d'habitude, t'as pas dérogé à la règle de ta discipline où tu notes tout, mais je vais consigner ce que je fais pour retourner au niveau
de forme que j'avais avant, et autant ça va aider des gens après. Parce que sans doute que ce genre de documents, ce genre voilà, de retour d'expérience, ben, ça fait défaut sur Internet, il y en a peu. Donc, je trouve ça extrêmement pertinent. Par contre, un truc sur la formulation. Tu vois, toi, tu disais tout à l'heure pas réathlétisation, et moi, je vais même te reprendre aussi sur ta formulation parce que je pense que dire revenir à zéro et retrouver le niveau d'avant, ben, je pense que vraiment, cette démarche-là, elle t'a fait progresser. C'est-à-dire, tu n'es pas retourné au niveau d'avant. C'est-à-dire que là, ce que tu viens de vivre, avoir la discipline de noter les jours où tu arrives à marcher, puis le jour où tu arrives à faire du vélo, jubiler sur chacune de ces petites victoires et le mettre par écrit, à mon avis, ça t'a nourri et ça t'a fait revenir à un niveau qui est bien au-delà de celui du point de départ. J'oserais appeler ça l'hormèse, mais bon. Oui, mais carrément, tu vois. Moi, après, quand j'appelais remise à zéro, c'est te dire, oui, tout le protocole, ça permet de revenir avant, mais je sais que, oui, effectivement, je vois où tu veux en venir. Effectivement, tout ce que je notais, je le visualisais, je le vivais, et ça faisait partie de ma visualisation, moi. Mes exercices, c'est quand je fais ma méditation, tu sais que je fais la méditation tous les matins, c'est la première chose que je fais le matin en me levant. Mais je me voyais courir, faire du squat, faire mes sports de combat, voilà. Et c'était même pas autrement. Tu vois, pour moi, c'était évident et j'allais même revenir plus fort. J'allais revenir plus fort. Pour moi, il n'y avait aucun doute. Ah, ça, je peux attester. Hein. C'est peut-être des paroles juste pour vous, mais je connais le gaillard. Je sais très bien s'il dit, c'est qu'il croyait vraiment fortement. Et cette période-là où tu as consigné ce protocole-là que tu proposes, c'est sur combien de temps En fait, tu vois, je l'ai su. Alors, le protocole en tant que tel, on va dire que si je calcule tout, ça va être sur 4 à 5 mois. Ouais. 4 à 5 mois, dont les 3 mois de. Alors, j'ai consigné exactement tout ce que j'ai mangé pendant les 3 mois après l'opération. Donc, il y a les tableaux et tout qui sont fournis phase après phase avec tout ce que j'ai mangé, puis les liens vers les recettes, vers mon site. Parce que ce qu'il y a sur mon site, ce n'est pas juste pour faire beau un site vitrine. Ce qu'il y a sur mon site, c'est ce que je mange. Donc, voilà, donc il y a les liens directement là-dessus. Je mettrai des incrustations là pendant qu'on parle. Ouais. Donc, je dirais 4 à 5 mois, puisqu'en fait, mon protocole commence dès que j'ai su que je me suis fait opérer, que je devais me faire opérer. Voilà, quel type d'entraînement j'allais mettre en place, quelle attitude j'allais entreprendre, qu'est-ce que j'allais faire à mon corps, tu vois, nettoyer mon corps. Nettoyer mon corps avant d'entreprendre une période où je savais que j'allais être plus ou moins sédentaire, même si j'allais continuer de m'entraîner, parce que blessé ne veut pas dire handicapé et inapte à faire quoi que ce soit. Je veux dire, à partir du moment où on est blessé à un endroit dans le corps, il y a plein d'autres endroits qui peuvent bouger et qu'on peut solliciter. Hein. Et même quand on ne peut plus bouger nulle part, il y a toujours ça qui peut fonctionner. La respiration, bien sûr. Voilà. La respiration, t'en parles. J'ai fait des exercices de respiration agavés. J'ai fait ça aussi avec les masques de restriction de respiration. Bref, tout ça, j'ai mis en place. Donc oui, le protocole s'étale sur 4 à 5 mois, dont 3 mois très précis avec le plan repas. Super. Voilà. Je te demandais cette question de durée parce que je voulais savoir aussi si pendant ces 4 à 5 mois, même pendant en fait cette année, parce que là, tu retrouves tes fonctionnalités complètes sans doute depuis peu de temps, mais est-ce qu'il y a eu des fluctuations justement au niveau de ton moral? Est-ce que tu dis, punaise, là c'est plus dur qu'il y a une semaine, tu vois, des semaines plus dures que d'autres? Comment ça a fluctué justement? J'ai effectivement noté des périodes où c'était un peu, pas moins bien, pas du tout, mais tu te dis, tu sais, tu as toujours envie d'aller plus vite que la musique. Et parce que moi, je reste un sportif, je te dis, ça fait 30 ans que je fais du sport. Et donc, j'ai toujours envie de retourner au charbon. Donc, il y a des moments, pour moi, ça n'allait pas assez vite. C'est la seule chose qui m'a dérangé. Mais pour revenir sur ce que tu disais sur l'année qui vient de s'écouler, effectivement, tu vois, le protocole s'étale sur 4 à 5 mois, mais effectivement, le plan repas s'étale jusqu'à 3 mois après l'opération, sachant que 3 mois après l'opération, tu n'es pas encore apte j'étais pas encore apte à repratiquer à haut niveau, ni même intensément les entraînements. J'ai repris vraiment à plus 5-6 mois, où là, je faisais vraiment des combats jiu-jitsu brésilien avec du torsion de la jambe et tout, où là, je peux te dire que oui, j'ai vu que ça avait fonctionné. Alors, il y a aussi tout mon passif,
et tout ce que j'ai fait à côté en préparation moi-même. Hein. Mais il ne faut pas oublier que sur ce genre d'opération, pour le ligament croisé, hein, et le médecin et les kinés préviennent dès le début, il n'y a pas de durée précise sur la régénération, sur la réparation. Ils estiment que c'est entre 9 mois et 24 mois. Tu vois, donc, donc, il y a toujours une suspicion. Mais bon, voilà. J'ai confiance en moi, je sais ce que je fais. Et quand tu sais que même si ça a été une faiblesse, j'en ai fait une force, mais il ne faut pas oublier que ça a été une faiblesse. Donc, à ce moment-là, il faut toujours prendre en compte que tu as une petite cicatrice quelque part et qu'il faut peut-être insister sur l'échauffement quand tu reprends derrière, la choyer un peu plus, tu sais, un peu plus d'automassage sur ce côté, un peu plus de stretching. Voilà, c'est juste peut-être là-dedans, peut-être que ça sert à rien, mais dans tous les cas, il faut jamais l'oublier, jamais l'oublier. Et des fois, je rebondis aussi sur ça. On a tendance à oublier ce qui nous est arrivé par le passé. Et c'est valable pour beaucoup de choses que pour le physique, mais j'ai une vis dans l'épaule que j'ai eue quand j'avais 20 ans. Donc, tu vois, il y a 18 ans. Et ça m'arrive de bourriner des fois sur les épaules et j'ai un rappel à l'ordre. J'ai un rappel à l'ordre. Je dis, non, mais t'es idiot, quoi, mec. T'as encore une vis dans l'épaule. Voilà, je sais très bien qu'il faut jamais oublier ce qui nous est arrivé par le passé, en tirer les leçons. C'est ce qui nous permet d'avancer, pas le plus safe, parce qu'il faut toujours un petit peu stimuler, sortir des limites pour progresser, mais il faut toujours le garder en tête. Parce que si on va trop loin dans la sortie de route, après on ne revient plus en arrière. Et justement, est-ce que pendant ces périodes-là, pendant ces 5-6 mois, etc., est-ce que tu as eu, est-ce que tu as une ou deux erreurs qui te reviennent à l'esprit comme ça? Genre, un jour, tu as abusé. Ou que ce soit au niveau intensif, que ce soit au niveau de la charge quand tu vas t'entraîner, au niveau peut-être de l'alimentation aussi, je ne sais pas. Une erreur comme ça qui reviendrait. L'erreur la plus flagrante que j'ai pu noter n'a été aucunement liée à l'entraînement, parce que pour moi, c'était quelque chose de déterminant, cet entraînement. Tu mettais toute ton attention. Voilà, pour moi, c'était hors de question que ce qui avait été réparé casse pendant la rééducation. Donc pour moi, vraiment, c'était calibré. Le ressenti, tu sais, le discours interne que tu mets vraiment en avant, moi, je l'avais à chaque répétition. Je faisais mes répétitions les yeux fermés. Je ressentais pas ce que me disait mon cerveau, mais mon corps. Et je sentais vraiment la zone. J'arrivais à l'isoler. Hop, ça passe, ça passe, ça passe. Voilà, j'étais dans la surcharge progressive. Mais l'erreur la plus flagrante que j'ai pu commettre, et je le note dans mon protocole, c'est tout simplement de rester trop debout. De rester trop debout parce que je suis quelqu'un qui n'a pas de tendance à rester assis très longtemps. Et donc, il fallait que je bouge, il fallait que je me prépare à manger, je fasse des vidéos, il fallait que je continue. Pour moi, ça faisait partie de cette rééducation, d'être bien là-dedans, continuer. Pas s'arrêter juste parce que j'ai une petite blessure en bas, il faut que tout le reste fonctionne. Donc, oui, effectivement, des fois, j'étais peut-être un petit peu trop debout, je le sentais, ma jambe gonflée, le pied gonflé, tu sais. Voilà. Après, voilà, il fallait que je m'asseye, un peu de glace, le pied surélevé, et je dis, ah là, j'ai un peu abusé. Ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, bien sûr, hein, mais on ne change pas comme ça. C'est super. Je pense que ça va vraiment apporter. Là, tu vois, je pense aux coachs qui accompagnent des sportifs de haut niveau. Je pense évidemment aux sportifs en tant que tels qui se sont blessés ou qui savent qu'ils vont avoir une opération. Et même des gens, en fait, en prévention qui aimeraient sans doute se documenter et savoir comment il faut faire. Alors, c'est sûr que ça va être les gens qui sont intéressés par la naturopathie, peut-être. Ça va être des sportifs du tout venant. Mais là, je pense que tu nous livres au moins quelque chose qui est vraiment authentique et qui, encore une fois, a peu été décrit. La réathlétisation ou les protocoles post-opératoires, on n'en parle pas beaucoup, je trouve. Et c'est un peu dommage. Donc c'est super. Vraiment, ça va nous faire un super retour d'expérience. Mais tu sais, tout ça, on n'en parle pas beaucoup. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un problème de société. Les malades, les blessés, qu'est-ce qu'on fait? On les cache. C'est aussi simple que ça. Les vieux qui sont cassés, on les cache. C'est un problème de société, ça. Hein, c'est pas sur Instagram. En fait, non, c'est pas sur Insta, c'est pas glamour, c'est voilà, tout ça. Mais la réathlétisation, en fait, c'est des choses que certains coachs, les kinés travaillent au quotidien, parce que c'est leur métier aussi là-dessus. Et moi, les protocoles, j'ai parlé avec mon kiné, que j'ai sélectionné avant de me faire opérer, parce qu'il faut prendre les délais, il faut y penser, ça aussi. C'est quelqu'un que je connais, en qui j'ai confiance.
J'ai parlé aussi avec le chirurgien qui m'a donné son avis. Alors moi, j'ai fait le tri aussi dans ce qui me plaisait. Hein. Euh, mais et puis, faut pas oublier quelque chose. C'est leur boulot aussi de t'apporter ça. Ils ont fait des études que nous n'avons pas fait. Et on n'a pas le temps non plus, une fois que tu arrives, tu es pété, je veux dire, c'est pas le moment de sortir les bouquins et d'apprendre 10 ans de kiné, quoi. Et ou bien juste reproduire des vidéos qu'on voit sur Instagram ou sur YouTube parce qu'un tel, ça a marché pour lui. C'est pour ça que je ne mets pas vraiment de protocole de ce que j'ai fait physiquement. Ça viendra, je vais en mettre sur ma chaîne YouTube des trucs où je vais mettre que c'est vraiment moi qui l'ai fait. Oui. Mais trop souvent, on donne un exemple et tout le monde va prendre cet exemple, le reproduire et va dire ah ben je me suis blessé en le faisant, c'est pas adapté pour moi. Ben non, bien sûr, moi j'ai fait avec mon ressenti, avec mon expérience passée. Voilà. Donc il faut aussi écouter son kiné et je parle un peu plus, mais le kiné, ben je l'ai pas vu beaucoup non plus. Je l'ai vu peut-être 6 fois sur les 6 mois post-opératoires, puisqu'en fait, il y a eu ce premier confinement. Et donc, j'ai beaucoup parlé avec lui. Il savait qui j'étais et comment je m'entraînais. Donc, j'ai du matériel chez moi. Je me suis aussi équipé. J'ai acheté du matériel. J'ai vu le matériel qu'il avait chez lui. Tout simplement, des petits élastiques, des tapis d'instabilité. J'ai acheté la même chose pour pouvoir travailler au mieux et pas attendre mes 2 rendez-vous de temps en temps là, pour m'entraîner. Je voulais le faire au quotidien, toujours dans le respect de comment mon corps évoluait. Voilà. Super. C'est très important ce que tu dis. Tu dis d'un côté, certes, il y a un gros travail à faire sur soi-même, comme tu vas le proposer au niveau de l'alimentation, ça c'est ton boulot de naturopathe, au niveau de l'alimentation, au niveau du mindset, au niveau de la charge progressive que l'on peut mettre au quotidien quand on monte des marches, quand on fait un petit entraînement sur un vélo, un vélo elliptique ou peu importe, d'appartement. Tout ça, c'est ce que tu sais. Tu sais ta pertinence dans ce domaine-là et tu vas pouvoir aider les gens dans ce que tu vas livrer. Par contre, tu dis très bien, il y a un énorme domaine où là, il faut vraiment vous faire accompagner par un spécialiste qui est justement spécialiste de cette domaine, de cette fonction du corps qui est peut-être un chiropracteur, un kiné, un ostéo, qui va vraiment vous aider. Donc, merci parce que c'est encore une preuve d'humilité. C'est encore nous inviter à pas vouloir tomber dans le piège moderne de je l'ai vu sur YouTube, donc je vais le refaire à la maison en pensant que ça va réussir. Surtout post-opératoire, quoi. Et puis, post-opératoire, il n'y a personne qui veut s'amuser généralement. Enfin, j'espère. À moins que vous soyez vraiment casse-cou, quoi. Parce que quand on fait choper de la douleur, oui, il y en a, je pense qu'il y en a. Mais moi, je me rappelle de la hernie inguinale que je m'étais fait enlever, là. Tu sors de l'hôpital et que tu as une douleur qui est à 8 sur 10 ou 9 sur 10. Bon, tu dis oui à tout. C'est-à-dire qu'on te dit va voir machin parce qu'il est bien. Dis oui, parce que là, moi, je vais rien tenter tout seul, quoi. Je ne veux surtout pas toucher cette zone. C'est au top. On peut retrouver ça sur purplebeltkitchen.com. Oui, sur mon site purplebkitchen.com. Purplebkitchen.com. C'est dans mon shop. Parce que je vends le protocole, voilà, je suis honnête, je le vends. Puis voilà, quoi. C'est normal, c'est des mois de travail et ça va aider beaucoup de gens, donc c'est top. Donc il y aura le lien aussi sous la vidéo, vous pourrez directement cliquer dessus. Et maintenant qu'on a parlé de ça qui est extrêmement pertinent, ça va nous amener vers des choses un peu plus larges, mais qui sont en lien total. J'aimerais qu'on aborde un point qui est rarement soulevé et pourtant qui, pour moi, il est fondamental. C'est la recherche de la santé ou la longévité et d'un autre côté, la recherche de la performance. Parce que on en a déjà parlé ensemble. Nous, on représente un petit peu le côté de naturopathie, donc c'est-à-dire un petit peu alternatif. Donc, je veux prendre soin de moi, je veux avoir une bonne hygiène de vie pour être tout simplement en bonne santé, comme on dit. Quoique ce terme reste encore à définir longuement. Et d'un autre côté, tous les deux, on est des gros sportifs. On s'entraîne tous les jours. On recherche quand même de la performance qui est, me semble-t-il, j'ai l'impression, parfois hors cadre. C'est-à-dire, il y a le cadre du développement normal de l'homme, et puis il y a le hors cadre. J'aime bien écouter, comme toi, me documenter autour de tout ce qui touche à la longévité. Alors, il y a Valter Longo qui en parle, il y a Jason Fung autour du jeûne intermittent qui en parle aussi. Et Jason Fung, justement, il y a peu de temps, je l'entendais parler autour de
du mTOR, de la production au niveau voilà, des facteurs de croissance dans le corps, des protéines. Et lui, donc, grand avocat du fait de jeûner, il disait bien, à l'âge adulte, provoquer cette croissance cellulaire sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, lui demander, soit par alimentation, soit par un stimulus sportif, soit par ceci ou cela, mais engendrer des réactions au niveau cellulaire qui font la multiplication des cellules, c'est peut-être pas une bonne idée au niveau de la longévité. Comment toi tu vois la chose? Comment toi tu te positionnes, pas forcément personnel parce que c'est personnel quoi, hein, si tu veux garder ça pour toi, mais est-ce que tu arrives à allier les deux? Par exemple, quand tu coaches quelqu'un ou quand tu conseilles quelqu'un, voilà, est-ce que cette réflexion en toi, elle a déjà cheminé? Principalement sur la longévité et la performance. Je vais te dire, pour moi, le mot performance, c'est l'instant présent. Longévité, on ne sait pas. Il y a tellement de choses qui entrent en jeu là-dedans. Pour le coaching de la performance, si je parle à des sportifs professionnels, eux, la longévité, tu vois, c'est pas le cadet de leurs soucis. Hein. Il y en a qui pensent vraiment à bien finir, avoir une carrière longue, c'est important. Mais à un moment donné, il faut rentrer dans l'art. Je ne mange pas de l'art, hein, je tiens à le préciser. Il faut rentrer dedans. Et en fonction des gens du quotidien, il y a une différence entre les gens du quotidien qui vont faire du footing ou aller à la salle occasionnellement, même 3-4 fois par semaine, qui se considèrent sportifs parce qu'ils font du sport 3-4 fois par semaine, et un sportif professionnel qui, lui, s'entraîne plusieurs fois par jour, 5 à 7 fois par semaine, qui a des grosses demandes énergétiques, des grosses demandes en macro et micronutriments, et qui ont un besoin de répondre par la performance, parce que c'est les sponsors qui sont derrière, c'est le fait de la performance va les propulser dans une organisation où ils vont être sur le devant de la scène, ça va faire progresser leur carrière. Voilà. Et à un moment donné, tu es obligé de conjuguer performance et longévité, parce que tu sais ça, que plus tu t'approches de la performance, moins tu es proche de la santé. Ça, c'est ce que j'ai pu constater par le suivi chez les sportifs de haut niveau, mais aussi sur moi-même. J'ai jamais été un sportif de très haut niveau, mais par l'activité physique et l'alimentation, je suis devenu très très sec. Je ne sais pas si je t'avais montré les photos avec des veines qui sortaient de partout. Et tout ça, je rappelle, hein, sans picouse et sans produits exogènes. Hein. Je suis devenu très très sec. Ah, c'est sûr, ça fait rêver. C'est les abdos hyper secs pour la plage et tout. Mais rétrospectivement, je vais te dire que c'est pas là où j'étais le mieux dans ma tête, parce que je pense qu'au niveau des neurotransmetteurs, j'avais pas tous les bons dosages. Au niveau du moral, au niveau de la libido, toi, les hormones, c'était pas ça. Alors c'est beau en photo, mais dans la vie de tous les jours, il n'aurait pas fallu que ça dure trop longtemps. Et donc, si on répercute ça sur la performance d'un sportif de niveau, ben voilà, s'il est toujours performant à fond, il ne pourra pas durer. C'est pour ça qu'en général, on appelle ça un pic de performance chez un sportif de niveau. C'est un pic, c'est un moment donné. Pour moi, performance, c'est l'instant présent. Si après, tu dois prendre la longévité en compte, et si je reviens dans le cadre de la mTOR, effectivement, qu'est-ce qui va déclencher la mTOR? Ben, effectivement, c'est l'activité physique très intense, voilà, la stimulation musculaire, mais aussi l'alimentation avec de fortes charges, juste la consommation de protéines, hein, qui va déclencher la mTOR. Et effectivement, cette multiplication cellulaire va aussi multiplier les mauvaises cellules. C'est ça aussi. Hein. Le problème chez un sportif de haut niveau, c'est que, comme je te dis, il y a des besoins accrus en macro-micronutriments, besoins de performance. Et sur les anciennes croyances, parce que moi, quand je les récupère, les sportifs, ils ne sont pas tout jeunes. Toi, il y a des anciennes croyances sur je finis de m'entraîner, il me faut mon shaker de protéines, voilà, il me faut ma viande, et même si je suis végétarien, il me faut quand même mon tofu et mes œufs pour les protéines.
moi, je vais te dire, j'ai grandi avec les protéines en poudre. J'en consomme toujours, même si c'est des végétales maintenant. Je reste aussi dans ces croyances parce qu'en fait, je le vois sur moi et comment dire. En fait, il faut que chacun voit ses objectifs. Chacun voit ses objectifs. Un sportif pro ou un sportif qui a besoin de produire la performance, de réaliser des performances physiques, il va être obligé, il va faire en sorte de mettre tous les moyens de son côté. Moi, si je prends mon exemple, moi, mon objectif, c'est d'être performant en cardio, en force, mais aussi d'afficher un physique athlétique. Et j'ai constaté que si je ne consommais pas assez de protéines, pour moi, mon physique athlétique, je pouvais m'asseoir dessus. Tu vois, c'est pas que je dégonflais, mais j'étais musclé, sec, mais j'avais pas de volume musculaire. Il y en a chez qui, s'ils consomment pas assez de protéines, ils vont le sentir au niveau de la fatigue, même si c'est pas les protéines qui sont censées apporter l'énergie en premier, hein, on le sait. Hein. Oui, mais les neurotransmetteurs, c'est. Mais les neurotransmetteurs, c'est là. Et donc, c'est assez difficile à prendre en compte. Ce que je peux te dire, moi, c'est vraiment que pour la performance, c'est l'instant présent et il faut voir les objectifs de chacun. La longévité, il faut voir aussi comment on veut vieillir. Et moi, en termes de longévité, je ne penserais pas cellules par rapport aux sportifs, développement cellulaire, par rapport à la mTOR, hein, ce que tu parlais. C'est plus par rapport à tout ce qui est longévité de mobilité, longévité articulaire et le cerveau. Voilà. Principalement, c'est ça, parce qu'en fait, à partir du moment où tu vas moins être capable de bouger, eh ben, ça va jouer aussi sur le cerveau et ça va accélérer le déclin. Et si ton cerveau vieillit trop rapidement parce qu'il n'est pas assez stimulé, ben, tu vas aussi vers le déclin. Le fait des cellules, il y a aussi une grande part de variabilité en fonction de qui on est, nos prédispositions génétiques. Ça, c'est mon point de vue. Donc vraiment, moi, ce vers quoi je tends quand j'accompagne un sportif haut niveau, moi-même ou quelqu'un plus ordinaire, ça va vraiment sur la longévité, la préservation articulaire et la stimulation du cerveau. Voilà. Quelle belle réponse, tout ça. C'est un peu long, hein. Je parle long. Non, Hein. non, ben non, tu rigoles ou quoi? Si je veux quelqu'un de pertinent en interview, je veux qu'il parle. Donc, merci mon Julius, merci mon Julien, parce que ce discours vraiment humble où tu mets pas juste, je veux dire encore une fois, un masque, parce qu'on est sur YouTube, un masque de réseau social. C'est-à-dire, Ouais. ah oui, c'est vrai, je suis naturopathe. Alors tout d'un coup, je vais dire, ah non, non, il faut faire le jeûne intermittent, et puis il faut faire ça. Et puis oui, on peut être complètement naturopathe et en pleine santé et la longévité, etc., couplé à être le plus performant champion du monde d'haltérophile, etc., couplé aussi à un génie en astrophysique. Et tu vois ce que je veux dire? À dire que ta chapelle, c'est la meilleure, c'est la plus grande et c'est la plus belle, c'est la naturopathie et c'est magique. Non, il faut être clair avec tout ça. On peut tout devenir. Vraiment, le champ des possibles pour l'être humain, il est le plus large possible. Mais on ne peut pas tout être à la fois. C'est vraiment ça qu'il faut se souvenir. Et il faut faire des choix, il faut faire des concessions. Quand tu parles de l'instant présent et de la performance, pour moi, il n'y a rien de plus juste. Tu sais très bien qu'à quel point la philosophie des stoïciens me touche. Et il y en a un qui avait dit ça, c'est encore Patrice Franceschi, je pense, qui avait dit il faut vivre vite, je crois. Et ça, j'adore. Ouais. J'adore. C'est-à-dire, tu veux vivre, mais pour plus tard, ou tu veux vivre pour maintenant? Ouais. Et bon, je le connais ton tatouage, hein, ici et maintenant, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, la performance, c'est juste être la meilleure version de soi-même. Donc, ce qui vous fait kiffer, c'est le jiu-jitsu brésilien et que vous voulez absolument devenir ceinture noire parce que c'est là où vous vous sentez le plus envie, donnez-vous les moyens pour ça. Même si, c'est bête à dire, mais même si ça veut dire mourir plus tôt. Mais il faut savoir quand est-ce qu'il faut mourir. Et comment il faut mourir. C'est ça qui est intéressant. Parce que si on arrive au bout de notre vie et qu'on n'a pas réalisé nos rêves, et qu'on en fait pas réalisé, on s'en fiche, mais pas tout tenter pour les réaliser, puisqu'on sait que c'est dans le processus qu'est la récompense, à quoi ça vaut la peine de faire du jeûne et des jus de légumes, hein? Donc, voilà, j'ai adoré tout ce que tu as dit, vraiment. Justement, cette longévité, il y a un gros point d'interrogation, hein. C'est bien beau de penser à ça, mais
Voilà. Alors, c'est clair qu'on a envie de rester avec les êtres proches et les êtres qu'on aime aussi longtemps que possible. Et pour ça, on fera plein de bons choix. Mais ce qui nous habite et ce qui nous fait vibrer quand même, je pense que, encore une fois, cette expression qui est un peu galvaudée de nos jours, mais être la meilleure version de nous-mêmes, c'est quand même ce vers quoi il faut tendre. Donc, être au clair et être humble par rapport à ce que l'on veut vraiment, à ses objectifs et à ce que l'on met en place. Super. Tenir sur le long terme, on l'a abordé. Alliance santé performance. Oui, mais pour qui? J'avais écrit. Ouais. Pour qui? Parce que c'est vrai que tu l'as expliqué plusieurs fois là. Il y a une différence entre déjà si on fait un arrêt sur image maintenant et qu'on fait un sondage dans la communauté qui est en train de regarder cette vidéo, qui est sportif professionnel? Parce que tout le monde voit des sportifs professionnels sur Instagram, Ouais. tout le monde veut s'entraîner et manger comme eux, sauf que personne n'est comme eux. C'est un peu le défaut du CrossFit actuellement, c'est qu'ils font une programmation pour le top du top. Et bon, bah, c'est le top du top, quoi. Moi, quand je m'entraîne courir et je fais des sprints, je m'attends pas à faire la performance de Bolt. Hein, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Mais tout le monde veut manger comme eux, s'entraîner comme eux, etc. Donc, tu l'as dit plusieurs fois, il y a une grosse différence entre un athlète vraiment professionnel qui recherche la performance et vous, sans doute, qui êtes devant votre écran, qui êtes sportif ou sportif, qui allez de temps en temps à la salle ou faire du jogging, mais peut-être que vous n'avez pas besoin des shakers de protéines et peut-être que vous n'avez pas besoin de... voilà. Nous, à la limite, peut-être, parce qu'on sort un petit peu du cadre, on va s'entraîner tous les jours, c'est notre métier. Comme tu l'as dit, ton corps, moi aussi, je considère que c'est aussi mon outil de travail, parce qu'on l'affiche, parce qu'on essaie de représenter des valeurs, de prendre soin de soi, etc., de performance aussi. Peut-être qu'on sort un petit peu de ce cadre. Mais monsieur et madame tout le monde, généralement, voilà. On est d'accord. Tout le monde veut ressembler, mais c'est ça. Tout le monde veut ressembler, parce que c'est beaucoup une histoire d'image aussi, de comment on se perçoit quand on veut ressembler à quelqu'un d'autre. Les efforts qu'on veut bien mettre en place, ce sont des efforts faciles pour commencer. Et oui. Et c'est souvent l'alimentation ou le petit complément, la petite gélule ou la petite poudre. Ça, c'est facile. Par contre, aller se lever à 5 heures du matin pour aller secouer des haltères, là, il y a beaucoup moins de monde parce que non, je suis trop fatigué, j'ai pas le temps, je suis pas en forme. Et ça, je le conçois tout à fait parce qu'on est tous différents, on a tous des passifs différents, on n'a pas tous le même niveau de santé ni le même âge. Mais voilà, il faut savoir aussi quels efforts on doit et on veut mettre vraiment en place avant de prendre des raccourcis. Des raccourcis. En fait, il faut déjà se positionner mentalement. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? On en a parlé, ça. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce que je suis prêt à faire? Qu'est-ce que je suis prêt à faire? Et passer à l'action. Passer à l'action. Bien sûr. Mais il y a aussi le fait que cet effort, il doit être nourri par la passion, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, comme tu as dit, ils recherchent quelque chose. Ils sont beaucoup dans l'objectif à atteindre. Ils sont beaucoup dans, par exemple, pour revenir sur l'esthétique, sur le physique, je veux tel physique, etc. Donc, je vais faire du footing tous les jours. Au lieu de te dire, qu'est-ce qui me fait kiffer, moi, comme exercice physique? Autant c'est le squash, autant c'est le tennis. Ouais. Bon, je vais commencer par ça, quoi. Je vais pas me forcer à faire un truc que j'aime pas. Un tennisman ou un footballeur, il se force pas à faire un sport, à faire du hockey sur glace. Bon, donc c'est exactement la même chose. Si l'effort est pas nourri par la passion, ça devient une torture et une épreuve tous les jours que vous allez subir, et sans doute qu'il y aura peu, voire pas du tout de résultats. Et de toute façon, ces efforts-là vont être abandonnés dans 3 semaines, 4 semaines, etc. Donc, c'est se repositionner par rapport à ce qu'on explique en physiologie, ce que j'ai expliqué dans un dernier live autour de la dopamine, qui est la dopamine qui est beaucoup plus sécrétée durant l'effort, dans la recherche de l'objectif à atteindre, plutôt que dans l'atteinte de l'objectif. Il y a une erreur où on parle de la boucle récompense-plaisir, comme si le plaisir découlait de la récompense, alors que le plaisir, il vient du temps d'effort, du moment présent, de quand vous êtes en train de faire la chose. Donc, dites-vous bien, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que j'aime ça? Ou est-ce que je fais ça juste parce que le naturopathe sur Internet m'a dit de le faire? Ça, c'est applicable au jeûne intermittent, à l'alimentation, à tous les pendants de la vie. Bon. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose.
Oui. C'est aussi, toi, on parle de aimer, déjà commencer par faire quelque chose que l'on aime. Mais moi, je pars toujours du principe, moi, je suis très calé sur les objectifs. Ça peut sembler très pragmatique et dénué un petit C'est peu très important. d'émotions, et dénué d'émotions aussi, mais c'est important aussi de penser, en plus de ce qu'on aime faire, c'est savoir ce qu'on veut vraiment atteindre. Parce que des fois, l'objectif et ce qu'on aime faire, c'est deux choses complètement différentes. Parce que vraiment, il y a des gens qui me contactent ou qui me posent des questions et qui voudraient, par exemple, être costaud, afficher un physique musclé sec. Hein, c'est ce que beaucoup de gens recherchent pour paraître en bonne santé, en bonne forme. Ils font ça, mais les gens, ils vont faire du footing. C'est-à-dire, mais si vous voulez avoir un physique comme ça, dites-vous bien que si vous faites du footing, vous aurez le physique de quelqu'un qui fait du footing, quoi. Voilà. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Il faut vraiment avoir les pieds sur terre et se poser les bonnes questions et poser les questions aux gens qui ont réussi, qui ont moins peut-être le physique que vous recherchez. Il y a peut-être après une donnée génétique ou quelconque, mais c'est important quand même de demander à quelqu'un qui a réussi. Et pour rebondir sur ce que tu disais avant, où toi comme moi et comme bien d'autres personnes, un peu on considère notre physique comme notre outil de travail parce qu'on le met un peu en avant sur les réseaux sociaux. Ben, là, je m'adresse à tous ceux qui écoutent. Dites-vous bien que pour l'avoir, ce physique, certes, il y aura peut-être le côté alimentaire, jeûne intermittent, mais c'est des efforts, c'est des échecs, c'est ne pas baisser les bras, c'est de l'apprentissage et ça prend du temps. Ça prend du temps. Voilà, c'est ça qu'il faut prendre en compte et pas baisser les bras. Moi, ce que je peux vous dire, c'est ne baissez pas les bras. 15 jours d'effort, c'est rien pour le physique. 6 mois, c'est rien pour le physique. Vous pouvez avoir déjà des bons résultats, mais 6 mois, c'est rien. C'est bien d'atteindre un certain niveau, mais après, il faut l'ancrer, ce niveau. C'est ça que je veux mettre en tête. C'est ancrer ce niveau en vous. Ça devient vous devenez une nouvelle personne. Voilà. C'est ça que je voulais rajouter. Super message. Bah, c'est vrai que on est focalisé sur les objectifs parfois à outrance et trop, même s'ils sont clés. Hein, c'est capital d'avoir un objectif à court, moyen, long terme pour avoir la discipline de tout noter, comme tu le fais très bien, comme j'adore le faire aussi, avoir un carnet qui nous accompagne, qui nous suit partout. Être discipliné envers ses objectifs, mais jamais au détriment de l'instant présent, comme tu l'as très bien répété. C'est ça qui est fondamental, être à l'écoute de ces ressentis-là et ne pas se raconter des bobards, ouais, vraiment. De ne pas se dire que, déjà, comme tu l'as dit, il faut avoir l'information. C'est-à-dire que c'est quand même peut-être un domaine qui est complètement inconnu, hein, cette préparation physique, mais aussi l'alimentation ou autre domaine. Hein. Pour certaines personnes, ça peut être inconnu. Autant vous renseigner auprès d'un thérapeute, d'un coach, etc., pour prendre les bonnes informations, pour voilà, comme tu as dit, si on veut prendre de la masse musculaire sur tout le corps, peut-être que le jogging, c'est pas la meilleure, l'approche la plus pertinente. Hein. Donc, voilà, à voir. Par contre, si vous adorez ça, bon, il va falloir faire une concession. Il va falloir se dire, bon, je peux pas me dire que le fait d'aller courir tous les matins va me filer les tablettes de chocolat et des gros biceps. C'est sûr qu'il va falloir choisir. Comme disait Charles Poliquin, on ne peut pas avoir le cul assis sur deux chevaux en même temps. Mais c'est exactement ça. Super, mon Julius. Tout ça, j'espère que ça va nourrir vos réflexions par rapport à votre entraînement, par rapport à votre alimentation, à assainir, à être en plus en corrélation avec vos objectifs et avec votre ressenti. Parce que, comme Julien l'a répété plusieurs fois, ce qui correspond pour lui, ce qui correspond pour moi, c'est sans doute différent de ce qui vous correspond au niveau de l'alimentation, de l'entraînement, etc. Et j'aimerais qu'on termine sur une de nos passions, mais surtout ta passion. C'est le soulevé de terre. C'est soulever des choses lourdes. C'est soulever des trucs lourds. Le soulevé de terre actuellement que tu fais, tu as retrouvé les performances que tu avais avant? Ben oui, par rapport à avant l'opération, oui, je suis même au-dessus. Tu es même au-dessus. Donc, tu t'es approché, tu étais à quoi, 180? Alors, j'étais à 180 avant l'opération. 6 mois après l'opération, j'ai retapé un 180 kg.
Et là, je dois être entre 190 et 195. Voilà. Super. Donc, pour ceux qui veulent voir une belle forme pour un soulevé de terre, vous allez sur Instagram Purple Belt Kitchen. Et là, vous verrez un truc voilà, académique au possible et magnifique à voir. Je fais de mon mieux. Hein. Alors, il y a certainement mieux. Il y aura certainement quelqu'un qui trouvera à redire, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui trouvera à redire. C'est sûr. Mais je fais de mon mieux. Et pour moi, comme tu le sais, hein, la technique est essentielle. Avant de mettre 1 kilo de plus, pour moi, il faut que vraiment de l'extérieur, ce soit beau et que de l'intérieur, je le vive bien. C'est ça. Et j'avais fait un concours une fois de soulever de terre. Alors, je m'en souviens. 150 kilos et il fallait le lever un maximum de fois. Et boum, je performe. Et je le lève 15 fois. À la 15e fois, bon, le grip hein, à la force, ça commence à peser. Et j'aurais pu partir pour une 16e, mais j'avais noté que le 15e, à l'intérieur, même si de l'extérieur c'était beau, à l'intérieur, mon corps disait non, mais là, va pas plus loin, va pas plus loin, va pas plus loin. Et tu vois, des fois, il faut écouter ces messages. Des fois, on dit qu'il ne faut pas s'écouter. On se préserve avant tout. Hein. C'est pas mon métier non plus, comme tu le sais. Hein. J'aurais pas gagné 10 ans de plus à le faire. Et peut-être j'aurais gagné 10 ans de moins en me blessant. Mais cette capacité à t'écouter toi-même et à prendre un pas de recul. Et non, là, si tu fais ça, c'est peut-être, comme j'aime bien le dire, tu es peut-être métaboliquement insultant. C'est-à-dire, tu joues contre ton corps. Ouais. Et j'adore ce rappel à l'humilité que tu nous fais à chaque fois. Mais justement, tu vois, hier, on a fait un live qui était dédié à la connexion système nerveux-muscle. Connexion cerveau-muscle, et j'ai montré une vidéo de soulevé de terre et de marche du fermier. Pour dire à quel point, voilà, on a fait un petit peu d'anatomie, les grands dorsaux, les grands ronds, les fessiers, machin, on a regardé un petit peu tout ça en vidéo, donc c'était super cool de faire ça en live en plus, ça a beaucoup plu. Et donc, toi qui aimes tant ce mouvement de soulever quelque chose du sol, j'adore dire ça, parce que en français, et ne pas dire deadlift, même si j'adore le mot deadlift, hein, mais rien que dire soulever quelque chose de lourd du sol, ce qui devrait être la base de nos mouvements pour construire une maison, pour déplacer un objet lourd, pour aider quelqu'un qui vient de tomber. Enfin, normalement, ça devrait faire partie de notre quotidien. Et maintenant, c'est là le jour où on va faire les courses, les courses chargées. Bon, bref. Ce mouvement qui est physiologique et qu'on devrait tous savoir faire, si tu devais avoir de 1 à 3 conseils, normalement un conseil on dit, hein, mais vraiment quelque chose clé pour quelqu'un qui veut l'entreprendre, qui se dit bon, ok, j'ai compris que c'est un mouvement pluriarticulaire super important, je veux le travailler, ça va développer mon dos, ça va développer toute ma chaîne arrière, etc. Mais est-ce que je pourrais recevoir un conseil de quelqu'un d'expérimenté par avance? Moi, la chose la plus importante, c'est assurez-vous que vos fessiers sont réveillés. On a tendance à appeler ça l'amnésie des fessiers. Christophe Cario. Les fessiers sont, voilà, Christophe Cario. Les fessiers sont endormis par notre position assise quasi permanente. Assis quand on travaille, quand on est assis dans la voiture, quand on est dans le canapé, quand on mange, on est assis, on désactive les fessiers. Donc avant tout d'entreprendre n'importe quel mouvement de soulevé comme ça, réactivez vos fessiers. Pour ça, faites tout simplement le pont au sol en poussant dans les talons, debout, en serrant les fesses. Voilà, tout simplement, réveillez vos fessiers. Et pour cette connexion cerveau-muscle, moi, ce que j'aime faire, c'est toucher les fesses de mes clients avec mon doigt. Je vais poser sur la fesse, je vais sentir si la personne contracte son fessier, mais en même temps, ça va donner une indication à la personne de là où il faut contracter. C'est ça aussi qui est hyper important. Donc, stimulez-vous, touchez-vous la fesse, touchez les fesses, mais c'est vraiment hyper important. C'est déjà travailler ses fessiers. Ça. Ensuite, deuxième conseil, activez le plancher pelvien, le périnée. Voilà. C'est quelque chose qui peut paraître abstrait pour certaines personnes. Le périnée, c'est le stop pipi. Entraînez-vous à serrer, relâcher. Et puis ensuite, entraînez-vous à serrer le périnée, puis contracter les fessiers en même temps, et puis relâcher. Voilà. Travaillez cette gymnastique. Voilà, ça, c'est les deux conseils principaux que je pourrais donner pour la base du soulevé de terre, pour moi.
Ben ouais. Bah, écoute, on a donné les mêmes, hein. Quand j'ai montré la vidéo hier, c'était une vidéo qui sera dans ma prochaine formation. Donc, c'est une vidéo où on suit tout l'entraînement, hein, le déroulé. Et ça commence par la table. La table, en posture de yoga où Ouais. t'envoies le nombril au ciel. Tu sens. J'ai vu un article il y a peu de temps, hein, il y a quelques mois, qui disait que c'était le mouvement qui activait le plus les fessiers. Euh, et si vous faites la table sur un seul pied, il y a une jambe tendue et sur un seul pied, alors là, si vous ne sentez pas vos fessiers. Mais ce que tu dis, c'est très très intéressant de faire un retour au niveau justement du tactile, d'enfoncer un doigt, ça va permettre de faire tout de suite la connexion. Hein. Donc touchez-vous vos fesses, ce sera la conclusion de cette vidéo, mais il faut se toucher les fesses, toucher les fesses de tout le monde. Sentez cette activation-là au niveau neuromusculaire et le plancher pelvien, hein, c'est parfait, puisqu'on comprend bien que ce qui se passe au niveau de la midline, ce qui se passe au niveau de la moitié du corps, si c'est pas solide, la stabilité, quand vous portez quelque chose de lourd, vous comprenez bien que ça va mal se passer. Donc, super. Merci pour ces beaux conseils. Merci, mon Julius, pour tout ça, ce que tu nous livres là, autour de ce sujet qui est super intéressant, je pense. Et ces belles réflexions, encore une fois. Merci. Merci. Bon, on te retrouve sur purplebkitchen.com. C'est ça. Le Instagram, c'est plus ou moins la même chose. Purplebkitchen. Ouais, vous trouverez. Hein. Instagram. Voilà. Voilà. C'est surtout là où tu es actif. Il y a Facebook aussi. Ouais, je suis actif sur Facebook et Instagram, un peu plus sur Instagram. Et puis j'ai ma chaîne YouTube aussi sur laquelle j'ai des vidéos de recettes. Je fais aussi des questions-réponses. Voilà, des petits entraînements aussi que je fais, si ça peut vous intéresser. Donc, Voilà. c'est sans prétention. C'est vraiment moi. C'est comme tu vois là, tu sais qui je suis. Hein. Je livre tout, il n'y a pas de masque. Et bien sur ma chaîne YouTube, c'est pareil. Il n'y a pas de filtre en avant, quoi. Si vous voulez voilà, juste cheminer avec quelqu'un qui travaille toujours de manière très qualitative, en sécuritaire, vraiment, qui raconte pas n'importe quoi, qui va faire attention aussi à sa santé, et qui va être aussi, comme le naturopathe que l'on est tous les deux, holistique, c'est-à-dire il va approcher toujours la globalité des choses et chercher un petit peu le pourquoi derrière une action, pourquoi je mange ceci, pourquoi je mange cela, pourquoi je m'entraîne comme ça, etc. Bah, allez voir la chaîne YouTube de Julius, abonnez-vous. Instagram, Internet, et puis voilà. Merci mon frère. Il n'y a rien d'autre à dire. Merci Pierre. Merci. J'espère que tu seras bientôt de retour sur Verisme TV. En tout cas, les portes sont ouvertes. Compte sur moi. Allez, à bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao.